Savais-tu ça, toi? Que si tu laisses une feuille de papier dans une pièce et que tu montes graduellement la température jusqu'à 451 degrés Fahrenheit, c'est la température à laquelle le papier brûle et se consume, donc brûle par lui-même. C'est quand même un peu poétique quand on y pense. Mais aujourd'hui, on fera pas de la poésie, non, on va analyser le roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. L'auteur Ray Bradbury est né dans l'Illinois, donc aux États-Unis, en 1920. Dans la totalité de sa carrière, il aura publié plus de 400 nouvelles et près de 50 romans de différents genres. Et ça, c'est sans compter ses poèmes, les essais, les opéras, les scénarios, bref, tout autre genre de publication. Il a fait de tout et il a bien fait, c'est pour ça que c'est un des auteurs américains les plus reconnus aujourd'hui. Jusqu'à ses tout derniers écrits, Bradbury a refusé d'utiliser la technologie, donc il a utilisé sa machine à écrire jusqu'à la fin de sa vie, donc jusqu'en 2012. Malgré tout le progrès et les avancées technologiques qui ont mené jusqu'aux ordinateurs, le gars est quand même né en 1920, là, ça a pris du temps avant que ça vienne. Dans son roman, Bradbury, il décrit la technologie comme quelque chose de consumant, qui nous tire de l'énergie, qui est tout le temps là pour nous lancer de la propagande, pour nous assimiler au régime sociétal, puis à juste tout encaisser en même temps, puis être un petit peu comme déphasé des choses qui importent pour vrai. On va le voir en l'analysant le roman tantôt. Mais bref, l'auteur a été fidèle à ses écrits dans ce roman-là et il a refusé d'utiliser toutes sortes de technologies pour l'écriture de ses romans, donc préférant utiliser ses propres techniques et les choses qu'il a toujours connues. Aujourd'hui, il est connu internationalement beaucoup plus pour ses science-fiction, mais ses écrits continuent de fasciner de génération en génération. On est dans un roman dystopique futuriste, publié pour la première fois en 1953 par la maison d'édition Ballantine Books. Pour ce qui est de l'édition française, elle est publiée chez les éditions Gallimard dans la collection Folio. Celle que j'ai ici n'est qu'une édition parmi tant d'autres, mais j'aimais beaucoup celle-ci parce qu'elle est faite pour donner l'impression que le livre est en train de brûler. Donc la page couverture n'est pas complète. On voit ici les lumières, le noir, ici pour montrer qu'il y a de la suie, puis les feuilles sont en train de tomber. Et la reliure, elle est rugueuse, donc les pages ne sont pas égales. Ce qui change pas vraiment grand-chose à l'histoire, mais qui vient soutenir le titre et ce que l'histoire raconte. Donc, ça vient apporter un petit poids supplémentaire, je trouve, à l'esthétique du livre. Donc, le graphisme là-dessus, pour l'idée de couverture et de l'esthétique générale, méchant bon job. Comme le personnage principal du roman est un pompier du futur qui est là pour faire brûler des livres, on peut dire que c'est original. L'histoire, elle est divisée en 3 parties. Tout d'abord, on nous présente l'histoire de Guy Montagne, qui est le pompier du futur, qui vit sa petite vie puis qui fait brûler des livres sans trop se poser de questions. C'est sa job, il est payé pour faire ça. Puis à quelque part, il aime ça faire ça aussi. Mais tout ça va changer le jour où il va rencontrer Clarisse, qui arrive quand même très rapidement dans le roman. C'est une jeune adolescente de 16 ans qui va lui montrer à quel point sa vie, elle est morne sur Terre. Puis ses petits contacts avec Clarisse, qui sont de plus en plus profonds, même si ça peut sembler des discussions qu'on pourrait avoir dans la rue aujourd'hui, ça pousse Montague à se poser énormément de questions et remettre en question les choix de vie qu'il a fait. Donc, pourquoi il est devenu pompier? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il regarde plus le ciel? Pourquoi il laisse pas la pluie tomber sur lui? Pourquoi il est tout le temps dans la vitesse, dans l'immédiat? Mais le moment crucial, c'est lorsqu'il va revenir chez lui et qu'il va découvrir sa femme qui a tenté de s'enlever la vie. Et il y avait quelque chose de tellement distant par rapport à ces gars-là qui sont venus pomper le sang de sa femme. C'était rendu tellement anodin, les tentatives de suicide étaient tellement rendues à des niveaux fous qu'il n'y a plus personne qui était impressionné par ça, il n'y a plus personne qui se sentait touché par ça. La mort, le concept de la mort dans les années que décrive Bradbury dans son roman sont complètement différents. Il n'y a plus personne qui a de deuil. Tu meurs, bon ben ok, je vais continuer à vivre, tu sais. Est-ce que je l'aime vraiment, ma blonde? Ça me dérangeait même pas si elle mourait. Ça veut dire que quand tu commences à te dire des affaires de même, tu t'en poses de questions sur ta vie. Ce changement de mentalité-là, il s'explique bien avec la société dans laquelle les humains vivent à ce moment-là dans le roman. Ils sont dans une société où la surconsommation a vraiment hit violemment et les sources de divertissement ont pris tellement une grande place dans leur vie qu'il n'y a plus personne qui vont chercher l'intellect, qui vont aller chercher des informations ou de l'intelligence, I don't know. Les écrans sont gigantesques puis ils prennent tous les murs autour. On est dans quasiment une réalité virtuelle constamment. Puis on est toujours stimulé par des choses différentes, par des émissions de télévision qui vont se faire extrêmement rapidement. Bon, en 5 minutes, un téléroman complet, c'est dans le gros, je te pitch des trucs pour te faire oublier que ta vie, c'est de la marde. Et c'est pour ça que le taux de suicide a fait wouhou! Et Montague a pris conscience de tout ça. Et lorsqu'on parle de produits de divertissement, nous ne comptons pas ici les livres, parce que si vous avez suivi tout ce que j'ai dit depuis le début, les livres, ils sont brûlés
dans cette réalité-là. Entre autres parce qu'on essaie de faire oublier aux gens une réalité dans laquelle ils ont déjà été, donc avant l'existence de toute cette technologie-là qui vient les surcombler. Les livres partageaient de l'information, partageaient de l'expérience, ça avait de l'ouverture sur le monde, et ça venait créer des questionnements chez les gens qui venaient encore essayer de changer leur mode de vie, de modifier leur mode de pensée, tout ça, d'influencer les autres, et c'était considéré à l'époque comme quelque chose de malsain. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être brûler! Tu n'as pas le droit d'avoir un livre chez toi. Si tu as un livre chez toi, tu es criminel. Et Montag se demande, est-ce que ça a toujours été la job des pompiers de faire brûler des choses? Parce qu'il a entendu des histoires comme quoi, dans une autre époque, les pompiers étaient utilisés pour éteindre les feux. Alors, tous ceux qui sont considérés comme étant des intellectuels sont considérés une menace par la société. Autant par les gens qui ne veulent pas recevoir leur information ou l'éducation qu'ils ont à leur donner parce qu'ils ont l'impression de se faire corrompre, que par tout ce qui est les pompiers, le gouvernement, tout ça qui veulent pas que ces gens-là deviennent des influences. Et c'est la propagation de cette pensée-là qui va faire en sorte que les livres vont devenir interdits au fil du temps parce qu'ils sont considérés inutiles et sans aucun sens pour le commun des mortels, qui de toute façon ont pratiquement tous perdu leur envie de lire. Mais Clarisse, dans son innocence et sans nécessairement le vouloir, a créé le doute dans la pensée de Montag. Et un jour, il va se rendre compte que Clarisse, elle n'est plus proche, la maison semble vide. Où est-ce qu'elle est? Il ne le sait pas. Ce jour-là, il va répondre à un appel pour aller faire brûler la bibliothèque d'une vieille dame dans sa maison. Et elle va décider de mourir immolée à travers ses livres. Montag, qui pense à ce moment-là qu'il a perdu tout contrôle de ses mouvements, il a pris le livre que la dame tenait dans ses mains, puis il l'a gardé avec lui, il l'a ramené chez lui. Il leur a ramené sa Bible. On ne s'étendra pas sur la signification de ce que ça veut dire qu'il ait pris ce livre-là en particulier, même s'il ne savait pas c'était quoi et il ne s'en rendait pas nécessairement compte. Je vais vous laisser faire vos déductions par vous-même là-dessus. Mais ce moment-là, puis cette situation-là, va tellement rendre Montag désorienté par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa vie, par rapport au métier qu'il a choisi. C'est un moment qui va le marquer au plus profond, puis si se déposait déjà des questions à ce moment-là dans le livre, là, il venait de perdre complètement la tête parce que tout ce qu'il avait connu ne correspondait pas à ses valeurs à lui parce que pour lui, immoler une femme comme ça qui voulait mourir à travers ses livres, la faire brûler avec sa maison, c'était inhumain, c'était inconcevable. Mais Mildred fait tout pour ne pas se poser de questions. Elle ne veut pas penser. Elle est dans une société qui ne veut pas que tu penses, qui te donne plein de choses pour t'éviter de penser, et elle est là-dedans. Alors quand Montag arrive avec un livre puis qu'il commence à y montrer que ça fait pas la première fois qu'il en vole, elle est pas down avec le concept, pas en tout. Et c'est ainsi que commence la deuxième partie. Alors Montag, il est dans son lit, il fait de la fièvre, il est malade, il se sent tellement pas bien par rapport à ce qu'il a fait qu'il se sent même pas capable de se lever pour aller au travail. Il reçoit la visite du capitaine des pompiers, Beatty, qui vient le voir et qui sait, sans l'ombre d'un doute, que Montag a volé un livre sur le scène de la journée d'avant. Alors il va lui faire une espèce de discours de propagande. T'es comme genre, voici pourquoi nous sommes là aujourd'hui et voici notre vocation en tant que pompier. On comprend que tu es curieux de vouloir voir pourquoi tu fais ça. Alors tu as le droit de prendre un livre, de le garder 24 heures, puis de devoir le rapporter après à la caserne. Et il n'y aura pas de conséquences cette fois-là. Mais il va falloir que tu reviennes travailler, mon chumé, parce que tu peux pas rester dans ton lit puis te morfondre sur ce que la vie t'a fait. Non? Puis mettons que Beatty est un peu trash. C'est clairement un gars qui a lu, ou du moins qui a retenu toutes sortes de citations dans plusieurs livres pour les utiliser contre les gens qui étaient pour les livres. Fait que c'est un peu bizarre comme contraste de personnage. Bref, si vous voulez l'étudier, il est quand même assez particulier. Fait que bref, pendant toute la deuxième partie, Montag va décider de lire tous les livres qu'il a trouvés, mais ça fait tellement longtemps qu'il a pris le temps de lire puis de lire, tout simplement, d'ouvrir un livre et de lire, qu'il comprend absolument rien, il retient rien, il sait pas ce qui se passe, il panique complètement parce qu'il est plus capable de lire comme il faut, de retenir ce qu'il lit en fait. Et comme il y a juste 24 heures, il a pas le temps de niaiser. Mais au fur et à mesure que la journée avance, il commence à se mettre dans l'idée que sa carrière et le métier de pompier ne devraient pas exister. Et il se part un plan avec un autre intellectuel qu'il a rencontré plusieurs années plus tôt sans l'arrêter pour prendre les livres et les planquer dans les maisons des pompiers pour ensuite coller les alarmes sur eux pour détruire le métier puis ce qu'il représente. L'idée est ambitieuse et bien évidemment, Beatty était un petit spot en avant de lui. Alors Montag retourne à la caserne après ses 24 heures, rapporte le livre qui n'était pas la Bible qu'il avait volée à la madame mais un autre, parce qu'il était pas sûr s'il savait exactement quel livre il avait pris, mais ça a l'air que oui finalement. Et au moment où il arrive, il commence à jouer une petite game de poker, puis là, ouf, l'alarme sonne, on s'enligne pour un call. Et il est où le call? Chez Montag. Dans la troisième partie, Montag est donc considéré comme un criminel, il devient fugitif et je ne vous spoilerai pas la fin, parce qu'on n'en a pas besoin pour créer l'analyse aujourd'hui.
Parce que selon l'année de publication et les références de l'époque que ça donne sur une ligne du temps, disons, réaliste, j'ai l'impression que Bradbury voyait l'époque de son roman dans un futur beaucoup plus près que nous, on pourrait le penser. Malgré le fait qu'il y a des robots tueurs puis que les murs sont des télés complètes, tout le monde se promène avec des coquillages qui fait énormément penser à des AirPods, tout simplement. Et l'industrie du marketing et de la surconsommation a pris le dessus sur tout. J'ai vraiment pas de misère à m'imaginer Bradbury dans les années 50 en train de se dire que son roman il est situé dans les années 2000. On se rappelle que dans les années 60, le monde pensait qu'il allait avoir des voitures volantes dans les années 2000. On n'est pas rendu là, mais encore... on est des fois plus près qu'on le pense. Les gens savaient que les années 2000 allaient être une énorme révolution technologique. Et même si elle a commencé un petit peu avant, effectivement, la technologie, dans les dernières années, elle a fait... Mais maintenant qu'on est rendu dans les années 2020, j'ai vraiment aucun problème à m'imaginer que cette dystopie, elle est une réalité parallèle à la nôtre. On suit la même ligne du temps, une à côté de l'autre, puis ça m'étonnerait même pas qu'un jour, ce soit exactement comme le décrit notre cher ami Bradbury. Quand même étrange quand il y pense parce que le livre a été écrit il y a pratiquement 70 ans et il a réussi à prédire beaucoup de choses technologiques qui sont dans notre vie courante de tous les jours aujourd'hui. Dans son roman, ils sont beaucoup utilisés pour la propagande, pour justement l'industrie du divertissement qui vont t'empêcher de penser. Aujourd'hui, du moins, on essaie de l'utiliser comme source d'information, comme source, au contraire, d'ajouter à notre intellect, mais on sait tous que ça peut revirer de bord quand même assez facilement. C'est bien beau l'Internet, mais ça a du bon et du mauvais comme plusieurs choses. Bref, futuriste, oui, mais jusqu'à quel point? Le concept de brûler des livres est tellement pas nouveau qu'il a son propre mot, autodafé. C'est un mot qui a d'abord fait son apparition pendant l'Inquisition espagnole au 16e siècle, lorsqu'on prononçait la sentence des hérétiques qui devaient être brûlés par le feu. Mais depuis, la définition a été étendue à la destruction par le feu d'un objet, surtout des livres, que l'on abjecte ou que l'on condamne. Et le fait de censurer ce que les gens ont le droit de lire ou de ne pas lire, ça date pas d'hier non plus. Tu as déjà entendu parler de l'index? Encore au 16e siècle, l'Église catholique avait dressé une liste de livres qu'il était interdit de lire sous peine d'être excommunié. Et il y avait plus de 5000 ouvrages lorsque l'index a été aboli en 1966. Et c'est vraiment juste une liste. T'as le nom de l'auteur, le nom de son œuvre, c'est tout. Il n'y a pas d'explication du pourquoi tu peux pas le lire. La dernière édition de la liste a été publiée en 1948 et elle comptait à peu près 3000 auteurs. Mais la censure fait toujours partie de certains pays, certains régimes. Aujourd'hui, il y a des films, il y a des livres qui sont interdits dans certains pays par les gouvernements parce qu'ils veulent pas que leur public soit confronté à une idéologie différente et peut-être essayent de se sortir du régime dans lequel ils sont. C'est pas nouveau là. Et ça persiste encore. Mais ça montre que les livres ont un énorme pouvoir sur la pensée personnelle. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, ou peut-être que ma remarque ne change absolument rien au fondement de l'histoire, ou peut-être que ma remarque est vraiment inutile, mais j'ai vu qu'au début du roman, Montag il compte les jours qui passent. Et ça revient à quelques reprises dans le roman. Il compte les jours avant de marquer les événements importants. Alors s'il se passe 1, 2, 3, 4 jours, c'est écrit textuellement dans le texte, que Montag a réalisé que ces 4 jours-là étaient passés un après l'autre. Et je me suis demandé ce que ça voulait dire pour le personnage. On dirait qu'il essaye de se rappeler du temps qui passe, ou tout simplement que le temps y passe. Parce que dans la société dans laquelle ils sont, qui est toujours dans le divertissement, dans l'extravagance, dans le toujours faire quelque chose le plus rapidement possible, ils oublient de prendre le temps. Tous les jours finissent par se ressembler parce qu'ils font toujours la même affaire tout le temps. Mildred, par exemple, elle est toujours en train d'écouter des choses. Est-ce qu'elle a conscience des jours qui passent, du temps qui passe? Montag, elle réalise seulement qu'après sa rencontre avec Clarisse, c'est là qu'il commence à compter les jours puis se rend compte que le temps, il passe. Les journées, il faut qu'ils soient différentes. Et comme tout se ressemble, on dirait que le temps s'est figé ou s'est étendu. Personne ne sait vraiment la conscience du temps. Ça fait quand même un certain temps, mais pas si longtemps que ça, que Mildred et Montag sont mariés. Et pourtant, aucun des deux ne sont capables de se souvenir comment ils se sont rencontrés. Dès qu'il prend conscience que le temps passe, il veut plus le manquer. C'est montré à plusieurs reprises dans le roman que Montag il se pose des questions par rapport à la société et son rapport au temps. Que plus personne prend le temps de faire les choses et qui sont dans l'ici maintenant rapidement, constamment. Et c'est le constant divertissement qui empêche aux gens de réaliser que la vie continue à avancer. Et Montag commence à compter les jours, le jour où il commence à se poser des questions. Donc il essaie de se sortir de ce pattern-là. Il commence par une chose, prendre conscience du temps. C'est comme ça qu'il a remarqué que Clarisse a disparu, alors que Mildred a complètement oublié la présence de cette personne-là dans l'univers, même s'ils sont voisins. Leur société a été aliénée par le fait qu'ils ne prennent plus conscience du temps. Et c'est ce qui fait aussi que leur rapport avec la mort est aussi fucked up. En ne te posant plus de questions sur le temps qui passe et au fait que tu n'es plus conscient que le temps avance et qu'un jour tu vas manquer de temps,
empêche les gens de se questionner sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leur vie parce qu'ils prennent pas conscience qu'un jour, ça va se terminer. Ils sont dans une boucle constante et ils ne voient pas que leur vie avance et qu'ils vont finalement un jour arriver au bout de quelque chose, mais ils se demandent pas si leur vie va avoir valu quelque chose. Ça peut sembler juste être un détail anodin, surtout qu'il est dit directement dans le texte que la notion du temps est un peu floue. Mais ce qui me fait poser des questions, c'est pourquoi Bradbury l'a écrit directement dans le texte. Donc, pourquoi il l'a écrit 1, 2, 3, 4? Pourquoi? Pourquoi nous écrire que Montag compte les jours? Pour nous les faire compter avec lui? Mais j'ai l'impression que si ça a été écrit directement comme ça dans le roman, c'est surtout pour nous montrer à quel point tout va extrêmement vite. Autant dans la lecture du roman qui fait seulement 236 pages, mais aussi dans cette société-là, donc les voitures qui vont à des vitesses folles juste pour arriver le plus vite possible nulle part. Toutes les émissions de radio puis aux téléromans qui ont été condensées puis recondensées puis recondensées pour être le plus rapide possible. Tout va tellement vite que même en une fraction de seconde, la mort peut nous frapper. C'est conscient même aujourd'hui que c'est pas mal ça qui peut arriver, mais dans leur société à eux autres, c'est encore pire. Tu peux pas traverser la rue là-bas. Tu vas mourir, il y a un char qui va te pogner avant que tu aies le temps de le voir. Je crois que ça vient surtout témoigner du sentiment d'urgence que Bradbury veut donner dans son roman, autant pour le personnage que pour nous, mais aussi de la vitesse à laquelle Montag prend conscience du problème de sa société. C'est quand même un minuscule détail qui te fait pas l'entièreté du roman, mais c'est venu me titiller un petit peu, puis me demander pourquoi ça avait été un choix de l'auteur de mettre ça à l'intérieur du roman. Alors, si ça vous a dit quelque chose à vous autres, tant mieux. Si je vous ai juste partagé une idée qui était complètement niaiseuse puis que je suis la seule à me poser cette question-là, ça peut arriver aussi. Mais regarde, c'est une théorie que parmi tant d'autres. Si vous voulez la creuser avec moi, écrivez en commentaire. On est d'accord pour dire que le feu a un côté extrêmement destructeur. Non contrôlé et inattendu, le feu va détruire tout sur son passage, no fucks given. Mais de nos côtés, si l'humain n'avait pas appris à maîtriser le feu à un certain niveau, on n'aurait pas fait long feu. Sans chaleur, sans rien pour cuire, fondre, stériliser même à une certaine époque. On se rappelle que une couple de centaines d'années, mettre le feu aux plaies, c'était un bon moyen de se débarrasser de plusieurs problèmes pour tout ce qui est des infections et ces cossins-là. Hey, on aurait fini par péter aux frettes. On entretient une drôle de relation toxique avec le feu parce qu'on en a besoin, définitivement, mais il peut se revirer contre nous n'importe quand. Donc Montag, étant pompier, sa job c'est de maîtriser le feu. Mais dans cette réalité-là, c'est de le maîtriser pour détruire. Et non pas ce que nous avons dans le concept de pompier d'aujourd'hui, qui est de le maîtriser pour le réduire et pour l'éteindre. Il est vraiment fasciné par ce pouvoir-là et sur cette destruction-là, et sur le fait surtout qu'il en a le contrôle. C'est lui qui a le lance-flamme. Mais dès qu'il commence à perdre ce contrôle-là, donc quand les pompiers se retournent contre lui et qu'il se ramasse comme un criminel, là, il en a peur. C'est seulement à la toute fin du roman qu'il va revenir à la base. Le feu sert à nous garder au chaud. Prendre soin de nous, nous réconforter, nous garder en vie, basic. Tu te vois-tu au Québec, toi, à moins 35, pas de chauffage? Pas tant, non. Tu te sens tellement cosy dans ta grosse doudou puis avec ton chocolat chaud. Mais tu le sais, quelque part, bien enfoui dans le fin fond de ta caboche, que si tu oublies le rideau trop proche du calorifère quand tu l'as monté à peine planche, tu risques de les faire pogner en feu bien plus vite que le temps que ça va te prendre pour les atteindre. Mais dépendamment des cultures et dépendamment des langues, le feu va représenter beaucoup plus que juste une source de chaleur ou une source de violence. Ça peut être représentatif de la vie, comme de l'enfer, du beau temps, de la rédemption, de la fin du monde. Les possibilités ne se limitent que par votre imagination. Peut-être que vous pouvez essayer de trouver des références au feu dans différentes idéologies, puis les appliquer à ce que le roman nous raconte. J'en ai déjà fait une partie aujourd'hui, je vous lance la balle, dites-moi ce que vous avez trouvé dans les commentaires. Alors c'est tout pour mon analyse d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous allez pouvoir utiliser quelques informations que j'ai trouvées et que j'ai laissées dans la description pour faire avancer vos recherches et votre dissertation. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.